Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on perd la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG TV. J'enregistre cet audio pour partager une petite histoire avec vous. Une petite histoire que j'ai vécue. Parce que là, j'étais en train d'écouter une de vos émissions sur YouTube. Et il y a un monsieur qui a raconté une histoire avec les cafards qui m'a appelé une mésaventure à Yaoundé. Donc, je louais à Yaoundé je louais un appartement et j'avais laissé mes affaires, mais c'était une résidence secondaire parce que moi, je ne vis pas au pays. Donc, pour moi, quand je revenais pour 1 mois ou 3 semaines, je savais que j'étais chez moi et tout. La première nuit que j'arrive, je veux dormir. Toute la nuit, j'entends les bruits dans le plafond. Un truc qui marche, qui n'arrête pas de marcher, les pas. Bon, je me dis peut-être qu'il y a une souris dans le plafond, un truc comme ça. Bon, et sans compter que les cafards, pas possible. Cette maison et cet appartement étaient humides, tellement humides que le bailleur avait mis des carreaux du sol jusqu'à 1 mètre de hauteur. C'était tellement humide que ces carreaux se décollaient et les cafards rentraient là. Dans la nuit, quand vous dormez, imaginez, vous voyez les cafards qui sortent de ces trucs-là et des gros, hein, pas des bébés, des gros cafards vraiment très gros qui rentrent et qui grouillent de partout. Moi, peureuse comme je suis, j'avais peur des cafards. J'ai pas dormi. J'étais assise au milieu du lit, je regardais cette chambre-là. Parce que c'est un appartement que ma grande sœur avait pris à mon insu et j'ai envoyé des trucs par le conteneur. Elle a meublé. Donc là, je me disais, mais tu es dans quelle histoire ça? Bon, j'ai rien dit. Le matin, le jour se lève, aucun cafard, tout est calme. Sauf en cuisine où j'avais toujours ce défilé-là. L'après-midi, je vais faire la sieste. J'entends les cafards, les lézards qui marchent dans le plafond. Ils courent partout. Ils font comme s'il y a la course, comme si on les verse le sable. Je ne comprenais rien. Je sors de l'appartement, comme c'était une cour commune avec 4 appartements qui faisaient un carré. Et au bout, il y avait entre 2 appartements une ouverture où les voitures pouvaient passer. Et il y avait un portail et voilà. J'ai dit à ma soeur que derrière chez moi, là, il y a qui? Elle m'a dit personne. Pourquoi? Je lui ai dit mais parce que la nuit, il y a des bruits là derrière, j'entends des trucs. Elle me dit non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir ça parce qu'il n'y a personne. Je lui dis sûr, elle me dit oui, je sors du portail, je contourne. Je regarde derrière mon appartement. DMG, il n'y a rien. C'est juste un terrain vague avec quelques petites herbes bien désherbées en plus. Les gens travaillent le maïs là, les maniocs, mais c'est très, très bien désherbé en plein Yaoundé. Hein. J'ai dit que man, ça c'est quoi ça? Deuxième nuit, je vais dormir pareil. Toutes les nuits, c'était pareil. Et comme ça, un jour, je suis avec une de mes copines. Je lui ai dit que ma soeur, depuis que je suis arrivée au Cameroun, j'ai mal à la tête même. Je n'arrive pas à dormir. La maison, si, les cafards, entre les cafards, les trucs qui bougent au plafond, je ne comprends pas. Elle me dit que, ça veut dire que ta maison, là, c'est l'atterrissage c'est l'aéroport de la sorcellerie. Je lui ai dit, ah bon, elle me dit que je vais t'indiquer une femme qui m'avait délivré comme ça, là, dans une histoire. Elle me donne le numéro, j'appelle la femme me dit qu'elle a doigt là. J'ai dit à la femme que moi, il n'y a pas de problème, je vous paye le transport pour venir. Elle me dit sans problème, j'ai payé le transport à la dame. Elle n'arrivait pas garantie.
Comme j'habitais ensemble, je suis allée la chercher, ce n'était pas loin. Elle est arrivée. Dès qu'elle est arrivée chez moi, elle l'entrait, elle me dit que, ouh, elle se saute d'abord, elle me dit que, ta maison aussi est compliquée, hein, ma fille. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui. Elle dit que c'est pour ça que j'étais même appelée. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a attaché un petit truc dans le papier. Elle m'a dit, elle m'a demandé la chaise. Elle est montée sur la table. Elle a accroché ça comme ça au milieu. Au milieu de la maison, au salon, elle a accroché. Elle est partie. Elle m'a dit que ne t'inquiète pas, ma fille. C'est ta maison, tu payes un loyer, ça veut dire que c'est déjà pour toi. Et tu as le droit. Elle est partie. La nuit, me voilà qui dort encore. J'entends encore ce bruit-là qui vient au milieu de la maison. J'entends boum, comme si quelque chose est tombé au sol. Je reste dans mon lit, je ne bouge pas. Rien ne bouge. Je guette à gauche, je guette à droite, je ne vois rien. Je sors, je porte à la salle de bain, je vais faire pipi, je reviens, je guette rien. Je tourne dans la maison, je n'entends rien. Je repars, je me couche. Silence total jusqu'au matin. Les jours qui ont suivi, je n'ai plus eu aucun bruit, sauf que le lendemain, vous imaginez que le bailleur n'était pas content. C'était la bailleresse plutôt, parce que son père était décédé, ses parents étaient décédés, on lui avait laissé la maison. Elle débarque dans le camp. Elle me dit bonjour. Je lui dis bonjour. J'entre chez moi, je continue ma vie. Elle reste devant la terrasse. Elle me dit madame, je peux vous voir? Oh, moi je croyais que c'était quelqu'un qui venait rendre visite aux voisins, puisque j'envoyais, moi j'avais payé, je payais toujours en 6 mois à l'avance. Parfois même en 1 an. J'arrive, je dis oui, vous voulez me voir? Elle me dit, vous savez qui je suis? Je lui dis non, mais vous allez vous présenter, je suppose, puisque vous me posez la question. Elle me dit, je suis la dame qui s'occupe du camp-ci. Je dis, vous occupez comment? C'est vous qui faites le ménage? C'est vous qui coupez les herbes? Elle me dit non. C'est moi qui collecte les loyers. Je dis, ah, je dis, j'ai un retard de loyer parce que moi, je paye en 6 mois, si vous avez remarqué. Elle me dit, non. C'est pour vous dire que ici, je suis chez moi. On ne fait rien chez moi sans me dire. Elle commence à bavarder là. Dans ma tête, je me dis que mais la femme, si bavarde, elle me raconte quoi? Attends, je reste tranquille, je la regarde. Elle finit, je lui dis, et où voulez-vous en venir? Elle me dit, non, parce que ici, là, vous êtes chez moi. Moi, vous ne pouvez pas faire des trucs chez moi. Si vous n'arrêtez pas de faire ce que vous faites là, vous allez sortir. Ok. Je lui ai dit sortir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Vous me remboursez les mois que j'ai payés à l'avance et je cherche un autre appartement, je pars. Ma grande sœur habitait un plus grand appartement à côté. Ma grande sœur sort. Elle me dit qu'il y a quoi? Je lui ai dit que je ne sais pas. Elle me dit que c'est la bailleresse. Elle dit que j'ai compris, elle s'est présentée. Ma grande sœur commence à discuter avec. Après, ma grande sœur me dit que elle se plaint que tu ne respectes pas sa maison, machin. Je lui ai dit à ma grande sœur que entre, tu vois si j'ai sali, j'ai dégradé les murs, je ne sais pas. La femme a fait tout un tapage. Et c'est après que j'ai fait le rapprochement. Et j'ai dit à ma grande sœur, moi je vais partir, il n'y a pas de souci. Ma grande sœur me dit, hé, tu vas aller où? Ici tes choses sont gardées, tu vas aller louer et on va venir casser, vider ta maison comme tu es benguiste. Tu restes là. On a un peu discuté, c'est après que j'ai compris que c'est le traitement que la maman là était venue faire accrocher sur le toit qui a chassé ces démons qui sautaient partout dans la maison là. C'est ça qu'elle était venue réclamer. Alors que ma grande sœur allumait la prière là-bas chez elle jusqu'à... Mais les trucs la dérangeaient toujours. Donc voilà la petite histoire. Finalement, elle est venue un jour avec un huissier quand moi j'étais repartie en Europe. Elle est venue avec un huissier pour forcer la porte, pour sortir mes choses. Ma grande sœur lui a dit hors de question. Ma grande sœur a intervenu parce que ma grande sœur est lieutenant de gendarmerie. Ma grande sœur est intervenue, elle lui a dit que non, ça ne se fait pas. Vous devez amener un mandat si elle a un souci et tout. Et puis ma grande sœur m'a dit que maman, quitte de là. Et du coup, c'était bien tombé. Comme j'étais en chantier, le sous-sol était déjà prêt. Je suis quittée de là, je suis partie chez moi. C'est pour vous dire que les maisons qu'on loue aussi, faisons très attention. Très attention. Parfois, on vient louer une maison. La maison là est fabriquée. La maison là est déjà préparée. Et nous, parfois, on ne sait pas, on arrive. Rien que la prière que tu allumes dans une maison, c'est un problème. Pire encore, si tu amènes un autre totem pour venir chasser l'autre. Donc, ça, c'était mon histoire. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire.
bonjour la famille DMG, bonjour tout le monde. Alors, c'est l'histoire d'un padre, un père exorciste, euh, près, les jésuites, oui, c'était jésuite, père son âme. Donc le padre, à, à une de mes visites et tout ça, au pays, il a fait ses classes avec le grand prêtre exorciste que tout le monde en a entendu parler, au Cameroun. Voilà. Dans sa jeunesse, donc, au début de son ministère, il était encore olé olé, quoi. La fête, les nanas et tout. En fait, des fois, il y a des petites sorcières qui arrivent toujours pour tenter les prêtres, les ngangas, les machins. Elles se font passer pour les victimes, hein. Mais c'est après que tu te rends compte que c'est un piège, en fait. Bon, le padre, il est là. Quand il sort, il va chez lui, s'il ne reste pas là-bas chez les jésuites, il a des cas, donc, voilà, on va dire, il bosse, quoi. Voilà, que ce soit à la morgue, partout, s'il faut arranger, gâter les corps, comme on dit, pour pas que, ils connaissent tous ces secrets-là. Alors, le padre, il me raconte qu'il avait une jeune fille, une dame, très belle, très très belle. Elle arrive là, elle fait le rang, elle attend, elle se comporte bien, elle pose son sac à main, le vernis, le tralala. Juste à son parfum, tu savais que c'est pas au marché, quoi. Et quand elle attend, le padre lui dit de venir. Elle dit au padre, écoute, il faut que, pour moi, c'est très... Il faut pas qu'il y ait des autres qui puissent entendre ça. Ah, ok. Attends donc que je finisse tous les cas, alors. Parce qu'elle a passé son tour. Quand tout le monde est parti, elle dit au padre, je suis veuve. Ah bon? Tu n'as pas l'air d'être veuve, tu es habillée normalement, ni blanc ni noir. Padre, je ne peux pas, je suis encore jeune. Je ne veux pas attirer l'attention. C'est quoi ton problème? Ah, mon mari est décédé et tout, on n'avait pas d'enfants, on a fait nos business ensemble et puis on a réussi, il y a plein de biens et tout. Je ne me plains pas. Je suis dans notre villa toute seule avec le gardien. Et depuis qu'il est décédé, il sort tous les soirs à travers la grande photo de la chambre. Il sort pour me faire sa petite affaire. Parce qu'il a dit que c'était le devoir conjugal. Il dit quoi? Oui, mon père, voilà. Je n'en peux plus, mon père. En plus, quand je sors, quelqu'un essaie de me draguer. Je m'en vais à l'hôtel. Quand je rentre, il est au courant. Il devient violent et tout. Il me tabasse. Regardez les bleus. Regardez, padre. Et que, ah bon? Bah oui. Le padre hésite. Il regarde la dame. Oui, son histoire peut... Voilà, il ne doute pas du fait que le mari apparaisse. Mais la dame lui fait tellement des chichis, des petites sortes d'avance, des petits regards. Il se dit, cette nana, bon, je suis jeune, je suis beau, elle est belle et tout ça, mais on ne mélange pas les choses, quoi. Je fais mes conneries en dehors du boulot. La dame fait sa victime, elle pleure, c'est urgent et tout, machin, elle ne dort plus de la nuit. Elle a même changé de gardien, le deuxième gardien, elle demande au gardien de rester dehors, de ne pas rentrer pour éviter tout ça, pour pas qu'il aille raconter à tout le monde. Le padre s'est dit, ok. Après plusieurs visites, il se décide un soir qu'on va aller en découdre donc avec ton mari puisque ça devient de plus en plus grave. Le padre prend son matériel, sa soutane, on appelle ça quoi, la toge et tout, le crucifix, il arrive chez la dame. Et la dame avait dit que c'est à partir de minuit qu'il sort.
Donc, il est arrivé vers les coups de 21h pour commencer déjà à purifier la maison, les lieux, faire le tour. En fait, pour préparer le terrain, quoi. En attendant que monsieur arrive. Mais bizarrement, depuis qu'ils sont dans la maison et qu'ils sont seuls, la dame, elle n'arrête pas de faire ses chichis, ses chichas, elle attire dans la chambre et tout. Le mec lui dit, écoute, moi je suis là pour le boulot, oui, t'es une belle nana et tout. Ouais, tu veux pas, on verra ça après, je suis là pour le travail, nom de Dieu. Ils sont dans la chambre maintenant à coucher, il y a des miroirs partout. Au chevet du lit, machin, et il y avait la photo, la grande photo du monsieur accroché face au mur, face au lit. Et le lit au-dessus, il y avait le miroir sur tout le mur où il y avait la tête du lit. Et au plafond, ils ont fait des lamelles comme ça, tout ça fait, tu sens des pervers quoi en fait. Donc les miroirs en haut, les miroirs là-bas et tout. Donc ils se mataient en faisant leur petite affaire. Et voilà madame qui est déjà en train de sauter sur le padre. Le padre est là, non, il faut attendre l'heure. Il n'est que 22h et tout, bientôt 23h, laisse-moi faire mon boulot, on verra ça plus tard. Et ben, tu parles. La dame a enlevé la soutane, ding ding dang. Ah! Et le padre il ne fait que dire, mais non. Bon, il regarde, il dit que, mais voilà la photo de ton mari, donc c'est ce que tu fais souvent, ben c'est normal qu'il sorte quand même, tu es sa femme. Et il se retourne, parce qu'il a senti un regard, que la photo, les yeux avaient changé. Maintenant, il les regardait et il a plissé le front. La photo a plissé le front. Il est devenu nerveux, le mari, à travers la photo. Le padre dit, attends. Et maintenant, il voit au travers du miroir que c'est du sérieux. Il demande à la dame que lâche-moi. Madame était déjà là, elle a enlevé son cabas. Ah, elle avait déjà mis ses petits dessous, chap là, genre, hein? Mon Dieu. Le padre, il était encore en caleçon. Le monsieur est sorti de la photo. Bam! Il a sauté sur le padre. Ah, c'est ma femme, machin. Wow! Le padre, il avait juste le temps de reposer sa toge. Il s'est dit que non. La soutane, on verra ça plus tard. L'heure est grave. Le padre a seulement pris son chapelet, sa toge, chapelet, son crucifix, la toge et tout. Il était là et avait machin, quoi, là, machin, padre, ce qu'il raconte en latin là. Oh, tu vas sortir, t'es parti, machin. Et qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle est derrière son mari. Oui, tu es déjà mort. Oui, je vais faire ma vie. Laisse-moi faire ma vie, tu es mort. Hein? Et le monsieur, il est là. Ouais, tu crois que je vais te laisser avec tous mes biens? Tu penses ça? On va aller ensemble malgré tout, avec tout ce qu'on a fait. On va partir ensemble. Moi, je te dis, ton petit prêtre, il peut rien. Le padre était là, déterminé que caleçon ou pas caleçon, mon pote. Je dois faire mon travail. Cette idiote-là m'a mis dans un piège. Mince! Le padre a transpiré. Il a pris tout ce qu'il avait pris dans l'école de théologie, je ne sais pas trop quoi, il a tout versé. Il a même commencé à parler en Iwondo et tout ça là. Il a parlé dans tous les dialectes et tout, neutralisé et tout, sel béni et tout. Mais le mec était décidé. Il a fait plus d'une heure, le mec était décidé. Parce que Madame à côté n'arrangeait pas les choses. Hein. Elle utilisait le padre comme un gilet pare-balles. Elle était derrière le padre. Et pour lancer encore, pour vexer son mari et tout ça là. Tu es là, tu m'espionnes partout, moi je suis jeune et tout, qu'est-ce que tu crois? Je dois faire ma vie, Oh! Donc pour dire que vraiment, quand le padre est parti de là, il s'est dit plus jamais. Les espèces de nanas qui arrivent toujours chez les prêtres, chez les gangans, à jouer les victimes. Il faut faire attention. Elle peut être victime de quelque chose, oui. Mais ça a commencé où? C'est quoi sa faute à elle? Pour réveiller les esprits. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc il me parlait de ça en disant, oh, j'ai vécu des choses dans ma petite jeunesse. Je ne peux plus. Ce jour-là, j'ai fait une erreur. Et j'ai compris que
Le travail ne se mélange pas avec la vie mondaine. Parce que s'il blaguait, il laissait sa tête. Il dit, oui, j'étais en caleçon, ma fille. Mais la toge et le crucifix, là, ça m'a donné la vigueur. Parce que si je n'avais pas ça, je me sentais vide. Je n'aurais pas eu ma puissance. Nom de Dieu. Bah écoutez, je ne vais pas mettre long. Voilà l'histoire. On like comme toujours, on partage. Il faut que la famille et tout s'agrandisse. Toujours un like, toujours, comme on le dit, toujours. Critiquer, oui. Mais la critique constructive et non la méchanceté. Pour les gens qui font les commentaires. Désolé, mais il fallait que je signale ça. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le charme qui donne le sida. C'est l'histoire d'une amie qui m'est proche, qui m'était proche. Alors, elle a grandi selon un rituel parce que chacun grandit avec une éducation. Son éducation, c'était qu'elle pouvait aller chez tradipraticien et tout. Elle a grandi dans ça. Donc, je comprends aisément les choix qu'elle a eu à faire. Un moment, elle veut donc se marier. Les jeunes filles, elle veut se marier. Elle va donc chez un tradipraticien consulter. On lui donne la conduite à tenir. Et elle suit cette conduite elle est chanceuse. Quelques mois plus tard, un monsieur vient, il la demande en mariage et il l'épouse. Ils font un beau mariage et tout. Et elle devient son épouse. Le monsieur, il travaillait dans une boîte, il allait en mission, il pouvait rentrer avec 1 500 000 et il remettait à son épouse. Alors ça, c'est ce qu'elle me dit. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en fait, elle utilisait les remèdes pour contrôler son mari. Ça, elle ne me l'a pas dit. Et puis à un moment, ça ne va pas dans son couple, ça ne va pas du tout. Ils sont en crise et tout ça. Le mari, pas qu'il soit en crise, hein, le mari ne lui donne plus de l'argent, de garder comme il le faisait avant. Et un jour, quand j'ai causé le mari, il m'a dit pourquoi. Parce qu'en fait, tu donnes l'argent à ton épouse pensant que vous épargnez pour investir, mais elle fait disparaître l'argent, elle fait du shopping et tout ça. Donc il ne faut pas toujours accuser les autres femmes. Il y a dans un moment, son mari s'est mis avec une autre. Et elle voulait récupérer son mari. Quand elle m'amène, j'ai raconté dans une histoire, elle m'amène chez le tradipraticien. Elle me laisse à l'extérieur parce que justement, il y avait des secrets que je ne dois pas suivre. Elle entre et la dame lui dit, si la dame qui est le charme qu'elle a utilisé est très puissant, mais on peut le briser et protéger ton époux. Elle fait l'erreur d'accepter ce process. Alors elle paye tout ce qu'il faut, on travaille et on brise le charme de l'autre dame. Et on protège le monsieur contre tout charme. Or, dans cette protection, elle-même se retrouve dans le même problème parce qu'elle-même, elle utilisait ses charmes pour contrôler son époux. Et ce n'était pas le seul homme qu'elle contrôlait, elle avait beaucoup de succès avec les hommes, beaucoup d'amis, hommes et tout ça. Bon, moi, je prenais ça comme ça parce que une vie que tu ne mènes pas, tu ne peux pas facilement imaginer quelqu'un en train de le faire si la personne ne te dit pas. Alors, ça a commencé, elle a commencé à chercher comment faire. Ça ne donnait pas. C'est là où elle m'a mené. Un jour, nous sommes allés chez le tradipraticien où elle est partie avec la chaussure, rien. Elle est partie chez un autre là-bas, dans le pays Manengouba là-bas, rien. Donc, elle changeait de tradipraticien. Elle me dit, cette fois-ci, j'ai trouvé un bon tradipraticien. Il m'a demandé le cœur de cheval. J'ai dit, une femme qui s'endette pour charmer l'homme. Bon, c'est un capital, c'est un investissement. Mais ce n'est pas son seul gars. Elle avait l'américain, elle avait même jusqu'aux amis du monsieur. Mais ce qu'elle ne me disait pas, c'est que dans le charme qu'elle avait pris pour avoir beaucoup de succès, elle changeait les hommes et elle ne se protégeait pas. Donc, je ne savais pas pourquoi son mari la rejetait. Nous, on se disait que bon, c'était les problèmes de couple, mais on n'était pas... En fait, je n'avais même pas fait le lien avec le charme, en fait. Je ne savais pas tout ce qui se passait en dessous. Et un jour, quand on s'est retrouvés avec les amis de son mari n'était pas là, elle s'est déplacée. Un ami me dit, mais toi, tu es trop naïf. Tu fais quoi avec cette femme? Tu sais pourquoi son mari n'est plus avec elle? J'ai dit non. Il me dit, mais parce qu'elle a le sida. J'ai dit, pardon. Le sida comment? Il dit, mais elle est séropositive. Alors l'astuce, je donne cette astuce aujourd'hui aux hommes mariés et autres, quand vous allez en mission là tout le temps. Beaucoup de femmes ne se contrôlent pas et pensent que, vous savez, les femmes paniquent beaucoup et sont très émotives. Alors, un ami médecin avait dit à son mari, quand tu rentres de mission, tu demandes à ton épouse de venir, vous faites un test sida.
Et c'est elle que tu observes. Si elle panique, ça veut dire qu'elle t'a trompé. Si elle panique un peu, parce que quand tu n'as rien fait, bon, tu t'en fous. Hein. Si elle panique, tu te protèges, trouve une astuce, tu te protèges. Donc c'est comme ça, au fil des missions, finalement, il s'est avéré que son test décide à elle était positif. Ils sont allés jusqu'aux grands instituts, puisqu'ici on ne cite pas les noms, faire les contrôles et c'était positif. Elle avait le VIH. Et étant donné qu'elle avait protégé son mari, le charme ne donnait plus avec lui. Finalement, ils ont divorcé. Parce que comme ce genre de personnes ne connaissent même pas l'humilité et autres, ils ont finalement divorcé. Alors, des années plus tard, je suis toujours là, dans la ville et tout ça. Elle finit de faire le tour des amis de son mari, les voisins, elle a partagé bien la maladie. Et quand tout le monde dans la ville, c'est ça, j'ai dit même faites attention les hommes. Elle est rentrée vers ses ex. C'est pour ça que même si un ex revient dans ma vie, là, tu racontes quand je ne suis pas là. Elle est rentrée vers ses ex. Elle a partagé la maladie. Parce que moi, je la prends longtemps après. Hein. C'est là où j'ai compris pourquoi elle menait cette vie de légèreté. Elle a partagé la maladie. Et quand les gens ont commencé à savoir, parce que son mari a commencé à dire aux gens, mais vous mettez avec cette femme, elle a le VIH. Hein. Elle a le VIH. Et c'est là où elle a fui, elle est partie à Douala s'installer. Quelques années plus tard, elle m'appelle. Ah, ma copine, ça fait longtemps, machin, machin. Parce qu'on s'est perdu de vue parce que quand j'ai eu la grâce d'avoir le travail, elle a commencé à me faire des sales petits coups, me soupçonner de sortir avec son mari, alors qu'elle passait tout le temps avec le mien, je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas, ils étaient toujours en train de sortir, aller monter, faire ci, faire ça. Donc même la maladie, c'est Dieu qui épargne les gens. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et comme elle, c'était le genre, dès qu'elle vient là, il dit non, donne-lui ceci. Il était vraiment très complice avec elle. Alors, je bénis Dieu parce que je n'ai pas eu la maladie là, parce que je ne sais pas pour ce monsieur, parce que finalement, même, on n'avait plus de rapport ensemble. Donc, on s'est finalement séparés et j'étais en location. Et un jour, elle m'appelle. Ah, la copine, machin, 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 elle veut revenir dans ma vie. Oh, avec le recul, tu as pris conscience du fait qu'elle t'utilisait, tu n'étais pas vraiment son amie. Et surtout que quand elle a voulu m'accuser de sortir avec son mari, elle n'est pas allée par quatre chemins. Hein. Elle m'a pourri la vie. Et c'est là où je m'étais fâchée, on s'est séparés. Elle m'appelle chez Yaoundé, oh vraiment, on s'est mal séparés, ma copine, vraiment, machin, ceci. Bon, on recommence l'amitié. Oh, est-ce que tu peux me prendre à tel endroit? On part, je veux voir ta maison, on arrive chez moi. Elle entre, ma voisine était à l'extérieur. Ma voisine m'appelle. Mais tu laisses qui entrer chez toi comme ça, machin, machin? Elle me dit, mais tu es mère d'enfant et tu laisses n'importe qui entrer chez toi. Cette femme n'est pas bien. Sur quoi elle s'est basée pour voir? Je ne sais pas. Alors, elle est chez moi. La nuit, on se couche, on dort. Elle me parle d'un nouveau marabout. Le monsieur est fort. Et oh, il part en Inde. Le monsieur travaille sur les... Vous appelez ça comment là? Sur les ministres. Elle sortait avec un consul qui payait sa maison, qui faisait tout pour elle. Le consul l'a abandonné. Depuis qu'elle a rencontré le monsieur. Avec qui elle sort? Elle sortait aussi avec le tradipraticien là. Le consul est revenu dans sa vie. Il a repris les charges. Il recommence à payer son loyer. Vraiment, sa vie est 1000 fois mieux. Elle me parle du monsieur et tout, et tout, et tout. Ah, ah. Je ne dis rien. Parce que moi, j'étais reparti dans ma face. Plus de tradipraticien. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens. Alors, le lendemain, je me lève. Le matin, je suis mère d'enfant. Je commence à m'activer dans la maison. Elle va se laver et je vais me laver. Quand je finis de me laver, je sors de la douche. Elle me dit, elle me tend le téléphone. C'est son tradipraticien qui veut me parler. Il me dit, comment tu vas? Je dis, ça va bien. Le gars me dit, oh vraiment, tu sais que tu as une étoile, tu es très forte, il faut que j'ouvre ton troisième œil, machin, machin, machin. Ah, ah, moi je dis rien. Il parle, après il me dit, est-ce que tu sais que tu dois... J'étais épilée, hein. Elle ne m'a pas venue. Tu sais que tu ne dois pas t'épiler, machin, machin, machin. Ah, quand? Je dis, mais le type, ça fait comment pour savoir que j'étais épilée? Le gars me dit que il faut que tu viennes, je vais t'initier. Je vais ouvrir ton troisième œil. Alors mon esprit me dit, n'essaye même pas de faire ça. Viens me retrouver à Douala. Toi et moi, on aura l'argent, je vais t'emmener en Inde. Je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai béni le Seigneur, je n'ai rien fait de tout ça. Quelque temps plus tard, ce monsieur vient, il me dit, je suis à Yaoundé, il faut qu'on se voie. Un truc me dit, n'essaye même pas de voir ce monsieur.
C'est comme ça finalement que cette copine s'en va. Elle laisse chez moi ses chaussures, son lait de toilette et certains de ses effets. Et elle voulait faire de ma maison sa base arrière pour ses tours à Yaoundé. À propos du VIH, la petite astuce, comment faire? Son mari étant en mission constamment, il a eu un ami médecin qui lui a donné une astuce. Beaucoup de femmes paniquent souvent, beaucoup de femmes sont émotives, pardon. Alors, le médecin a dit à son époux que quand tu rentres de voyage, tu dis à ton épouse, viens tendre ton doigt et tu fais un test rapide de VIH. Si elle n'a rien fait, elle ne va pas paniquer. Mais si elle panique, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle a fait. Et là, tu te protèges. Donc, c'est en faisant tout ça comme ça que son mari a fini par découvrir qu'elle avait le VIH. Et c'est comme ça que, n'arrivant plus à le contrôler, ni avec les remèdes, ni avec rien, ils finissent par se séparer. Le monsieur a appelé fatigué, m'a fait du harcèlement, me dit comment il faut qu'on se voie et tout ça. Finalement, quand je lui ai dit non, il a arrêté de m'appeler. Et cette copine et moi, ça s'est arrêté parce que quand je n'ai pas voulu accepter qu'elle vienne faire ses tours chez moi, faire ses passes, quand elle a ses rendez-vous de prostitution à Yaoundé, qu'elle vienne chez moi. C'est comme ça qu'elle et moi, ça s'est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, elle est là sur Internet. Elle est toujours à moitié nue et le corps toujours exposé, vraiment. Ça fait pitié parce que je sais comment elle pratique et c'est pas facile. Elle passe même parfois dans les émissions télé. Donc, vraiment, c'est pas tout ce qui brille là qui est or. Faisons attention. C'est comme ça que dans les pratiques, en voulant contrôler les hommes, elle a fini par attraper le sida. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour encore une fois de plus, monsieur. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. En effet, je vais faire ce témoignage pour aider beaucoup de jeunes. Parce que me rappeler même de ce témoignage, ça fait froid. Ça me fait vraiment froid. Parce que je sors vraiment de loin. Et vous allez vous m'entendre et vous allez en juger vous-même. Ça peut aider ceux qui vont traverser la même situation. Bon, je vais faire, parce que si je commence à vous expliquer le début, donc si je commence à faire loin au début, ça va tellement prendre le temps. Donc je vais faire un tout petit résumé, afin que vous puissiez comprendre en fait d'où je voulais en venir. En effet, je vivais avec ma mère, avec ma maman. Et nous étions une famille très pauvre. Donc je n'avais pas de moyens. On était tellement pauvres. Donc, de telle sorte que ma maman faisait, je crois, le ménage. Donc elle se battait, elle faisait le ménage. Et à cette époque, elle gagnait encore, je crois, je peux dire 30 000 francs le mois. Et dans les 30 000 francs, il fallait qu'elle paye l'école de ma petite soeur et il fallait qu'elle nourrit toute la maison. Et moi, j'avais arrêté l'école en 3e. Ma mère n'avait plus assez de moyens pour nous payer l'école. Alors, j'ai commencé à chercher le travail dans des chantiers au fur et à mesure et je n'en trouvais pas. Alors un jour, j'ai trouvé un chantier où on m'a pris comme un manœuvre et j'ai commencé à travailler là-bas. J'étais manœuvre, donc vous savez, l'étude de manœuvre là, en fait, j'aidais les techniciens, mais juste qu'on me maltraitait tellement dans ce chantier. Et j'ai donc pris la décision d'arrêter. Je suis retrouvé ma maman et nous avons continué dans la pauvreté. Pour manger même, je partais voir certains frères pour mendier. Je partais voir certains frères pour mendier et c'était tellement difficile de telle sorte que même où dormir, je ne parvenais pas à dormir. Alors, je me suis rappelé, donc un jour je me suis levé et je me suis rappelé qu'on m'avait laissé un héritage. Parce que je faisais souvent des rêves. Donc dans cet état, je faisais souvent des rêves où je voyais l'apparition d'un homme qui venait toujours me dire que je dois commencer la mission pour laquelle j'ai été appelé. Un homme qui venait toujours me dire ça. Je ne voyais pas son visage.
Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était mon grand-père. Alors, pendant ce moment, dans ce temps où cet homme venait toujours, m'apparaissait, j'ai trouvé maintenant un travail dans un chantier, dans un chantier vraiment où j'étais comme technicien j'étais comme manœuvre en ferraille. Et dans ce chantier, il y avait un groupe de gens, donc des jeunes qui étaient comme moi, un groupe de jeunes. Je crois que ces jeunes étaient dans des mauvaises choses. Parce que chaque fois que ces jeunes recevaient de l'argent, recevaient leur argent, ils partaient faire la vie, etc. Et moi, qui étais nouveau, je suis aussi entré dans ce groupe. Et c'est quand je suis entré dans ce groupe de jeunes, alors que l'homme qui m'était apparu, m'apparaissait à tout moment, a commencé maintenant à me mettre la pression. Parce que déjà, le groupe de jeunes où je suis entré était un groupe où beaucoup faisaient de mauvaises choses. Et j'ai été contaminé par les mauvaises choses qu'ils faisaient. Et j'ai écouté l'homme, en fait, qui avait l'habitude de m'apparaître dans mes songes pour me dire que je dois commencer ma mission. Et c'est donc là alors que j'ai commencé le maraboutage. Alors, avant de commencer le maraboutage, l'homme qui m'apparaissait dans les rêves m'a mis en contact avec un très grand charlatan au Bénin. Comme ça, je suis entré en contact avec lui. Il m'a même appelé le numéro. Quand j'ai noté le numéro sur mon téléphone, j'ai écrit sur WhatsApp. C'est un grand marabout au Bénin qui m'écrit. Quand il m'écrit, je lui réponds. On commence à causer, on cause. Et je lui pose mes problèmes. Il me dit, ok, on va gérer, c'est un petit problème, nous allons gérer ça. En fait, je ne savais pas que cet homme était en train de m'initier. Alors, il a commencé à me demander de faire certaines recettes. Donc, étant loin de moi, il a commencé à me demander de faire certaines recettes. Je faisais des recettes pour attirer de l'argent. Donc, il m'a demandé de faire certaines recettes. Donc, de prendre des herbes dans la nature, certaines herbes dont je vais taire le nom dans la nature et certaines pièces d'argent. Et il m'a demandé de prendre le savon, un certain savon, je vais taire le nom. Il m'a demandé de fabriquer, de faire tête. En fait, il m'a donné toute la recette. Quand j'ai fait la recette, j'ai commencé à me laver avec l'argent. Donc, la recette a commencé à tirer l'argent. Ça a commencé à tirer l'argent. Au fur et à mesure, ça a tiré l'argent. Donc, c'est donc comme ça que je commençais à sortir de la pauvreté au fur et à mesure. Alors, je voulais atteindre, en fait, pendant que je sortais de la pauvreté au fur et à mesure, j'étais en train d'atteindre un certain niveau spirituel. Alors l'homme m'a dit un jour qu'il faut que je me marie. Donc il faut que je me marie. Je lui ai dit que je dois me marier avec qui? Et l'homme m'a dit qu'il faut que je me marie avec une sirène des eaux. Et il m'a donné certaines pratiques que je devrais faire à minuit. Et que quand je vais faire ces pratiques à minuit, je vais appeler la sirène. Alors je suis sorti, je crois, ce jour-là à minuit 00 net. Et j'ai tracé le cercle exactement comme l'homme m'a demandé de tracer. Et quand j'ai tracé le cercle, il m'a demandé de poser certaines cigarettes, etc. Vous savez, les cercles des Illuminati là, oui, des étoiles qui sont un genre là. J'ai tracé ça. Quand j'ai tracé ça, il m'avait demandé de me coucher au milieu du cercle nu. Alors quand je l'ai fait, je suis couché au milieu du cercle nu. À l'instant, j'ai vu une femme, donc c'était comme une vision. J'ai vu une femme extrêmement jolie qui m'est apparue. Quand cette femme m'est apparue, elle est venue vers moi et elle m'a tendu la main. C'est comme si c'était une réalité, non, c'était comme si c'était le physique. J'ai tendu la main à cette femme. Je me suis levé. Quand je me lève, je regarde autour de moi, je ne vois personne. Et j'entends une voix qui me dit maintenant, tu es mon époux. En fait, c'était une sirène des eaux avec qui je me suis lié en ce moment-là. Et quand je me suis lié avec cette sirène des eaux, je suis devenu puissant, tellement puissant. De telle sorte que je fabriquais déjà, j'avais commencé à fabriquer les huiles de chance, les parfums de chance, on appelle ça comment? Les écorces. Aucune femme ne me résistait. Parce que moi, j'avais les écorces. Et les écorces que je fabriquais, moi, je marchais avec. Aucune femme ne me résistait.
Quand je descendais dans un restaurant, toutes les femmes du restaurant ne me résistaient pas. Personne ne me résistait, à part certaines femmes qui craignaient le Seigneur. J'étais marié avec une sirène et aucune femme, aucune jeune fille ne me résistait. C'est-à-dire que quand je regardais une jeune fille dans mes yeux, elle tombait directement. Je passais même le temps à prendre les petites amies de mes amis, les petits copains de mes amis. Je les insultais. En fait, j'étais devenu tellement puissant. Je me rappelle même un jour, nous sommes sortis pour aller dans une boîte de nuit. Quand on a fini de boire, vers les 3 heures comme ça là, on était en train de rafler les gens. On raflait les gens, on raflait. Et le commissaire qui était en train d'ordonner qu'on raflait les gens m'est approché. On voulait me toucher. Quand il m'est approché, il m'a regardé dans les yeux. Le commissaire a vu que en fait, je suis son grand frère dans les mauvaises choses. Parce que le commissaire lui-même, il faisait les mauvaises choses. Et quand il m'a vu, il a reconnu que je suis une autorité dans le monde spirituel. Il m'a respecté. Les autres, mes amis qui étaient à côté de moi n'ont rien compris. Il m'a donné un respect. Il m'a donné un honneur. Donc il ne m'a même pas touché. Et c'est moi qui ai commencé à l'insulter. Il a commencé à l'insulter. Faites-moi descendre toutes ces personnes-là. Commencé à l'insulter, commencé à me moquer de lui. Que tu es même qui? Avec ton gros ventre là. Où tu vois, il parlait fort devant les gens riaient seulement. Tout le monde était dépassé. Alors quand j'ai fini de faire ça le jour-là, c'est donc comme ça que, alors quand je retourne à la maison, plus tard, peut-être 3 mois plus tard, le marabout qui était au Bénin me demande que je dois faire un sacrifice. Et je vivais avec ma maman et ma petite soeur. C'était des personnes que j'aimais beaucoup, et que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Il me dit que je dois faire un sacrifice. Je lui pose la question que je vais faire un sacrifice comment? Il me dit que je dois donner quelqu'un pour augmenter encore des grades dans la puissance. Je lui dis que si c'est pour donner quelqu'un, je ne peux pas. C'est dur. Je ne pourrais pas. Il me dit que non, ce n'est pas dur. Viens, on va prendre un bœuf ou on va prendre une poule. On va sacrifier cela. La chose va représenter ta maman ou ta soeur. Donc ne t'inquiète pas. Pour ça, ça va t'augmenter de grade. Je lui ai dit que sans vous mentir, c'est dur. Mais je vais réfléchir par rapport à ça. Alors quand j'étais en train de vouloir faire mes passeports, mon visa pour le Bénin, je suis tombé gravement malade. Et j'ai oublié de vous dire, la sirène même avec qui j'étais en contact, c'était une sirène aussi avec qui je couchais beaucoup. Donc elle venait entretenir des rapports sexuels avec moi. Ça me redonnait beaucoup de force. Donc j'avais la possibilité d'aller dans le monde des eaux comme je veux, de ressortir comme je veux, etc. Alors cette sirène, quand elle est venue, quand je suis tombé malade, j'ai constaté que cette sirène ne venait plus trop. Elle ne venait même plus. Quand je suis tombé malade, je me suis levé un soir et c'était quand je devais voyager pour aller au Bénin. Mais je ne pouvais plus voyager parce que je me sentais plus bien. J'ai commencé à maigrir, Et c'est donc comme ça que je suis allé dans une église réveillée. Je me rappelle encore, pour une première fois, le pasteur même ne pouvait rien faire pour moi. Il m'avait regardé comme s'il avait même pitié de moi. Il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai commencé à chercher les églises réveillées où on peut me délivrer. Je ne pouvais pas. On ne me regardait même pas. Alors je suis rentré un soir à la maison. Je marchais même déjà avec un pull pour cacher mon visage. Quand je suis rentré sur la maison, ma maman commençait à pleurer parce que tout le monde, elle ne comprenait pas pourquoi je maigrissais de jour en jour. Elle commençait à pleurer. Et ce même soir que je suis rentré, la maman alors était juste à côté de moi. J'ai commencé à dire à ma mère, maman, ça ne va pas. Je sentais déjà comment ma respiration était en train de partir. Et puis à l'instant, j'ai vu 4 hommes qui sont entrés tout simplement dans la chambre de ma maman où ma mère était. Ma mère ne les voyait pas, mais moi je les voyais. Les 4 hommes m'ont entouré, ils ont commencé à attirer mon âme, à appeler mon âme. C'est comme ça qu'ils appellent mon âme. Je sors de mon corps, je vois mon corps est là. Je sors de mon corps, je vois mon corps est très très bien là. Et puis les 4 hommes disparaissent avec moi. Et je me sentais, en fait on appelle ça comment, je ne pouvais plus bouger. Donc ça veut dire que je me sentais dominé. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Nous sommes arrivés dans un monde où j'ai vu des personnes en train de travailler dur, les gens travaillaient dur. Donc alors quand nous sommes arrivés dans ce monde,
Les hommes qui m'ont apparu là ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas, ils faisaient seulement les gestes d'un geste sur moi. Et puis, à l'instant, quand ils étaient en train de faire les gestes sur moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu au ciel une lumière qui descendait. Cette lumière descendait, ça descendait, c'est descendu comme un feu. C'est descendu, c'est tombé comme une fusée. Boum! Quand c'est tombé comme une fusée, il y avait une poussière qui couvrait la lumière. Quand la poussière quittait, j'ai vu un homme qui brillait. Il brillait plus que le soleil. Quand il s'est retourné, les 4 hommes qui m'ont entouré ont commencé à me dire que mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous dire qui tu étais. Il fallait nous dire. Commençaient à pleurer. Et ils se sont retournés vers l'homme qui brillait. Ils ont supplié l'homme que pardon, pardon, excusez-nous, pardon, pardon, excusez-nous, pardon, excusez-nous. L'homme a fait un geste de nous-mêmes qui dégageait. Et les 4 hommes ont fui. L'homme s'est approché de moi. Je n'arrivais pas à regarder son visage. Il s'est approché de moi. Et puis il a pris sa main droite. Il l'a déposé sur mon épaule. Il a souri avec moi. Je me suis retrouvé devant mon corps, qu'on était déjà en train d'emballer pour aller à la morgue avec. Alors, l'homme, quand il a posé la main sur mon épaule, je me suis retrouvé directement dans mon corps. Donc, je suis revenu dans mon corps. Après, on voit les gens qui m'emballaient, voyaient comment quelqu'un est en train de bouger. Ils ont constaté que je suis en vie. Donc, je suis revenu à moi. Quand je suis revenu à moi maintenant, j'ai vu l'homme là, il était à distance à côté de moi, il était en train de rire. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus qui m'était apparu. Et c'est donc comme ça que l'homme là a commencé à m'apparaître au fur et à mesure. J'ai commencé à voir des êtres surnaturels habillés en blanc qui venaient me protéger, qui venaient se tenir devant ma maison, etc., etc. Et c'est donc comme ça que les marabouts avec qui j'étais en contact m'ont bloqué complètement. Je ne sais pas, il dit qu'ils m'ont bloqué, tous m'ont bloqué. Les amis avec qui j'étais en contact, les gars m'ont bloqué. Je n'ai rien compris. Et c'est donc comme ça que, comme vous voyez aujourd'hui, je suis devenu pasteur d'une assemblée. Le Seigneur m'a pris, il m'a envoyé dans une église où on a pris soin de moi, on m'a formé. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une assemblée. Je suis pasteur d'une église, fondateur d'une église qui est le ministère de la sanctification et de la délivrance. Fondateur, j'entretiens des gens, j'aide des orphelins, j'aide les veuves, j'amène les gens dans le Seigneur, etc., etc. Là, vous me voyez, je partage ce témoignage pour démontrer d'où je viens. Donc, c'était un peu mon témoignage. Je sors de loin, je dis toujours souvent ça aux gens, je sors de loin, j'ai fait la vie, j'ai fait des choses. Aujourd'hui, quand on me voit servir le Seigneur, on me voit derrière la chaise. Je suis aussi un jeune, hein? Je suis un jeune. Si vous me voyez, vous n'allez même pas y croire, je suis un jeune, je dis la vérité. Donc, on me voit servir le Seigneur abondamment. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre compréhension. C'était mon témoignage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. DMG de partout, les Bantous. Voilà, et à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, je viens vous conter une histoire. L'histoire d'un nécrophile. Nécrophile, à savoir un médecin légiste, comme on dit, et qui a fait des salades. Donc voilà. C'est un monsieur, quand il était encore à l'université, il était fou amoureux d'une fille noire, d'une black. Et complexé et tout, il n'a jamais fait d'avance, il avait son amour dans le cœur et tout. La fille faisait sa vie, elle était au courant de rien. Le monsieur, il est devenu médecin légiste, voilà. Donc, un beau jour, dernièrement, là, déjà, le monsieur, on va souligner, il gagne super bien sa vie, il est marié avec des enfants. Il n'a même pas 40 ans, hein, il doit avoir 38 à peu près, 39. Beau gosse et tout, yeux bleus, vraiment un mec, la classe quoi, vraiment la classe. Déjà ça paye super bien. En plus c'était un monsieur, c'est un monsieur d'une grande famille. Alors, il est amoureux de cette fille
Dans son cœur, la fille n'est même pas au courant. Et puis, dans sa tête, il se dit, il ne peut pas faire match nul avec entre les blacks et voilà quoi. Dernièrement, donc, la fille décède. Lui, quand il part maintenant pour faire l'autopsie, il se rend compte que c'est cet amour de l'école là et tout ça là, machin, de l'université qui est sur la table. Une africaine. Et comme je vous dis, une black. Il se dit, c'est bon, c'est bien tombé. Pendant qu'elle est encore, avant d'aller dans la glace là pour faire l'autopsie, il prend, il ferme les portes, il renvoie un peu tout le monde. Il prend la fille, il se venge, il fait sa petite affaire, il lui parle mal. Hein, toi là, tcha, te voici ici, tu croyais quoi et tout, machin, je vais te faire ta fête. Bam, il tape le premier coup. Il part d'abord. Il s'arrange à aller faire la paperasse et tout, pour mettre tout en ordre. Il revient pour taper la suite. Deuxième affaire. Il cale. Il cale, comme on voit en Afrique, mais là, il cale avec... La fille a bloqué le monsieur. Le monsieur a supplié le cadavre. Rien. Il s'est mis à pleurer. Rien. La douleur est montée. Jusqu'à ce que ses collègues arrivent. Tout l'hôpital est venu voir à tour de rôle. La position, non seulement être là calée à l'intérieur, elle a encore plié ses jambes au niveau de sa colonne vertébrale comme un crabe. Elle était morte. Hein? Elle a tout fermé, bam bam. Comme une africaine, elle sait faire. Elle a bloqué le médecin légiste. Jusqu'à ce que la police et le mec, il a commencé à tout dévoiler tout seul. La police est arrivée, tout le monde, il a commencé à dire « Ouais, j'ai commencé ça depuis... » Il a cité le nom de toutes ses victimes tout seul. Il a raconté son histoire tout seul. On dirait que la fille le tenait tant qu'il n'a pas raconté à tout le monde. La police, le juge, tout. Il a commencé à tout vomir. Il était tellement traumatisé. Tout. Sa femme n'est même pas venue au tribunal, ni ses enfants, ni rien. Et le mec était marié, il le faisait depuis qu'il se sent les galons, qu'il est chef de machin. Il l'a raconté à tout le monde. Il a versé... En fait, c'est quand la police arrive, qui commence l'histoire. Il a raconté toute l'histoire parce que personne ne pouvait l'enlever. Même si on sciait les jambes de la nana, on va faire quoi? On va scier les zizi du monsieur. Dès qu'il a fini de raconter à tout le monde, la fille a lâché prise. Même à l'intérieur là-bas, elle a lâché. Et elle a repris sa position de morte. Elle a repris sa position de morte et on l'a remis maintenant. On a tout regardé. Est-ce que c'était le coma? Est-ce que... Non, elle était vraiment morte. Et là, on l'a remis dans la glace. Le tribunal était dépassé. On ne posait pas de questions. C'est lui qui racontait seul. Ça sortait comme ça coulait comme du miel, comme de l'eau. Oui, il y avait... Et il donnait les noms. Hein. Et il a dit comment ça a commencé et tout, machin, ta. Et que celle-là, il s'est dit, je vais me venger parce que c'était mon premier chagrin d'amour. Mais j'ai pas pu. Les juges et tout, parce que ça s'appelle, pas les zéophiles, les nécrophiles. Nécrophiles. Donc, il a profité de tout ça, il a tout raconté à tout le monde. Là, on n'avait pas à poser la question. Tout, il a raconté sa vie. Hop, on lui donne sa sentence, 8 ans. Et je pense qu'ils ont fait exprès. Parce que ce genre-là, le monsieur de cette classe-là, on ne le met pas dans les cellules de tous les délinquants, dans les... Non, on est censé le mettre à l'isolement pour le protéger. Mais je crois qu'ils l'ont laissé exprès. Ils l'ont mis dans les trucs, les cellules même où il y avait déjà un mec du Maghreb
Donc, le mec, il arrive là-bas, il ne parle pas, il ne dit rien. Son collègue lui dit, ton collègue de cellule, toi, tu as l'air de monsieur bon chic, richissime. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué quelqu'un? Non. Tu fais quoi ici? Ma femme, les problèmes. Et tu as pris combien? 8 ans. Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu ne peux pas avoir les problèmes, les prises de tête avec ta femme. Tu l'as tué? Non. Le petit arabe le laisse tranquille. Voilà donc la première sortie pour aller à la balade. Il a fait l'erreur. En allant à la balade, il reste dans son coin au lieu de se mêler normalement. Et quand tu fais ça, c'est l'odeur du sang que tu attires. Les mecs, ils ont fait, viens ici. Il a commencé à trembler. Il est allé vers les caïds qui soulèvent les fers là tous les jours. Il lui demande, donne-moi une cigarette. Parce que là, ce n'est pas... c'est un ordre. Le gars sort des cigarettes, un paquet, il les donne le paquet en entier. Ils lui disent, qu'est-ce que tu fais ici, monsieur le milliardaire? Qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Le gars dit, oui, ma femme, il répète la même histoire. On dit que tu te fous de qui? Pour 8 ans, tu dis que ta femme, t'inquiète pas, on va voir ton dossier avant la fin de la journée. Donc, ils tremblotent et tout, chacun part après la balade, ils attendent le repas du midi. Le repas fini. Et voilà comment les gars demandent, ils ont le fax, hein, voilà. Ils demandent à un gardien, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Le gardien dit que vous ne savez pas. Il dit, mais non. Ah, je sais, ça ne sort jamais dans le journal ce genre de cas ici, hein. Mais je vais vous dire, il était devant la cellule, devant le monsieur en question. Il a raconté toute l'histoire. Les gars ont dit quoi? Donc, l'autre là a crié, oh, on a un gagnant ici, oh, on a un gagnant. Mon Dieu, l'émeute. Nécrophile, 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 BZ, machin, BZ. Excusez-moi. Ça, tout le monde secouait. Déjà, son collègue, le petit gars, lui a dit, prends tes affaires à l'instant. Tu dégages de ma cellule. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Sinon, moi, je te tue de mes propres mains. Les gardiens aussi ont fait l'esprit. Ils sont venus, ils marchaient doucement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gars dans les cellules, chacun sortait sa chose, il le balançait, il le crachait dessus. Tiens, bam! T'as gagné au loto! Tiens, tiens, tiens! Et les gardiens l'ont bien laissé, hein, pour qu'il avance au point encaissé pour lui tout seul là-bas. Donc, ça veut dire que même la justice a fait exprès de ne pas dire « Oui, l'isolement, machin », on a dit « On va voir ça, on va voir ça ». Allez d'abord vous mêler à tout le monde. Il savait qu'il n'allait pas tenir une semaine, même 3 jours. On allait lui faire sa fête. Parce que même les juges ici savent. Hein. Ce genre de truc, ils te laissent exprès que tu goûtes même 3 jours dans la cellule avec quelqu'un, tu vas cracher le morceau tout seul. Ils vont te faire la fête avant qu'ils te mettent en isolement. Nécrophile, nécrophile, nécrophile. Et je vous dis, ici, plus c'est grave, tu n'entends pas dans le journal. Il faut avoir les gens en sûr. Et je vous dis que tout ce qui avait caché les iPhones machin là-bas dans les prisons, là, chacun sortait en direct pour filmer. Ils prenaient les photos, profil gauche, profil droit, tout. Nécrophile, nécrophile. Tiens, les autres prenaient les trucs, n'importe quoi, ils jetaient sur lui, tout. Les gardiens étaient là, pépère. Oui, oui, oui. On n'a jamais entendu. Il y en a qui font avec les animaux. Tu as osé. Donc, chacun se dit que peut-être mon oncle, peut-être ma soeur, peut-être... Non. Donc, voilà le mec dont maintenant on a mis en isolement. Mais ça n'a pas fini. Les gars ont eu de quoi faire pendant 1 semaine, 2 semaines. Jusqu'aujourd'hui, ils en parlent depuis 1 mois. Rien
dans le journal. Rien n'a filtré dans le journal. Donc, c'est les bouches-oreilles. Bouche-oreille. Donc, les gens vont se dire, oui, c'est pas sorti dans le journal. Ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Ici, c'est encore pire. Hein. Le mec a eu 8 ans. 8 ans. Imaginez ce qu'il faisait chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Et il était marié avec des enfants, la classe, les dernières voitures et tout, et tout, et tout. Proprio de plusieurs trucs inimaginables. Je dis bien jeune, beau, tout. Dont il ne peut pas lui-même, avec sa galanterie, ses manières, Non, 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 tu ne peux même pas deviner. Tu ne peux pas. Et là, il est tombé alors sur une vraie. Monsieur était amoureux dans son cœur et pour une fois, il avait entre ses mains. Je tape un premier coup, je reviens pour un deuxième. La fille a montré au monsieur que je suis une Africaine. Je vais arrêter pour toi. Elle a lâché quand tout le monde a vu, quand toute la police est arrivée et quand il a tout raconté du début à la fin. C'est là qu'elle a lâché. Le monsieur a eu tellement peur. Il a sorti la diarrhée verbale. Oui, monsieur. Il a tout raconté. Tout, même les positions, machin, il a tout dit. Tout. Donc on l'a amené à la justice. On n'avait pas de questions à poser. Aucune question. C'était le plus sale de tous les sales. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On like comme toujours au maximum. Vraiment, on en a besoin. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir, bonjour DMG. J'ai 2 petites histoires. Je vais commencer par la première. Le camarade voyeur. Alors, nous sommes à l'école de formation, dans une école. Et je suis chez moi, comme chacun est chez soi, quoi. Et un matin, un camarade vient me voir, il me dit, chaque soir, je suis chez toi. Hier, par exemple, tu as dormi comme ça dans telle tenue. Avant-hier, tu as dormi dans telle autre tenue. Tu fais ci, tu fais ça. Quand j'arrive, j'atterris à tel endroit avant d'entrer chez toi. Ok. Moi, je suis calme et je l'observe. Et bon, tu es... En même temps, c'est choquant et tu es dubitatif. Tu sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Et il me dit, je dis, mais attends, tu fais comment pour entrer chez moi? Il dit, mais tu as un 3e œil. Je dis, oui, je sais. C'est ce que ça s'appelle l'étoile. Il me dit, si tu veux, je viens te voir pour que toi et moi, j'ouvre ton œil et on se balade ensemble. Tout le temps. Là, je viens te chercher, on se promène. Je lui demande, tu te promènes, ça te donne quoi? Il dit, non, ça me permet de me déplacer, aller rendre visite comme je viens souvent chez toi, t'observer. Parfois, tu dors nu, parfois, tu fais ci. Ok, je suis calme. Et je lui demande, tu veux ouvrir mon 3e œil et m'initier? Il me dit oui. Je dis, mais, et toi, qui a ouvert ton 3e œil? Qui t'a initié? Il dit, c'est mon père. Je dis, ok, tu vas donc aller attendre. Je vais aller voir mon père et lui-même il va m'initier. Comme ton père t'a initié, je ne peux pas te laisser m'initier. Alors, pourquoi j'ai eu ce déclic? Ce déclic tient d'une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais plus jeune. Je vais intituler cette histoire « La protection qui donne la mort ». C'est une maman, son fils est successeur. Il est désigné ou il est pressenti comme étant successeur. Pendant le deuil, on le désigne et il faut les funérailles. Puisque chez nous, c'est pendant le funérailles que tu deviens vraiment, que tu prends autorité en tant que successeur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut protéger son fils, elle va chez un praticien. Et elle dit qu'elle veut protéger l'enfant. Le monsieur initie plutôt l'enfant dans la sorcellerie en lui ouvrant le 3e œil. Et la contrepartie qui demandait, l'enfant ne savait pas qui lui avait donné le totem. La contrepartie, c'était que sa mère doit coucher avec lui. Et c'était le genre de vieux praticien vraiment dégoûtant à voir là. Et la dame, c'était une dame qui vivait en ville, elle avait un peu d'argent et tout. Alors, le monsieur a donné un totem à son fils. Et quand elle revient maintenant,
Le monsieur l'appelle un jour, il dit, mais depuis que je protège ton enfant, ça fait des années, tu me donnes rien. Il dit, mais je t'ai payé le prix et quand je viens renouveler la protection, je te fais des cadeaux. Le gars lui dit, non, c'est pas ce que je veux. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Le gars lui dit qu'il veut avoir des rapports sexuels avec elle. Elle crie. Elle dit, mais attends un peu. Avec qui? Tu t'es regardé, tu m'as regardé, bref. Elle n'était pas du tout agréable et ça a vexé le monsieur. Dès qu'elle est partie, le monsieur est parti, il a fait sortir le totem qu'il avait attribué au gars. Et le totem s'est fait tuer. Et le monsieur, chez lui, est décédé comme ça. Et c'est quand on va chercher les causes du décès, on dit non, demander à sa mère, c'est elle qui a sacrifié son enfant. Et quand les marabouts vont raconter à la dame les dessous du contrat qu'elle a passé avec l'autre praticien, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. D'où le titre, le totem, la protection qui donne la mort. Bonne soirée à tous, à chacun d'en tirer des leçons. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Et surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.